Alors, avant de vous dire pourquoi on a choisi le terme de l'identité, pourquoi j'ai choisi, j'ai tenu à ce qu'on parle de l'identité, et pourquoi on a choisi, et pourquoi j'ai choisi Francis Eustache, il faut assumer ses responsabilités. Quelques mots sur Francis, que je remercie évidemment plus d'être présent. Francis est directeur d'une immense unité INSERM à Caen, qui s'appelle Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine. En fait, on pourrait dire neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle des différentes composantes de l'esprit humain. Hein, son travail, c'est d'étudier les fonctions et d'étudier les corrélats biologiques, anatomiques de ces fonctions. C'est un spécialiste de la mémoire. C'est en France, je crois que tout le monde le dit, donc ça doit être vrai, le plus fort avec son équipe sur la mémoire, sur les mémoires humaines. Il est directeur aussi d'études à l'école pratique des hautes études à Paris. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment de conséquent. Il a écrit plein de livres, hein. Alors je ne vais pas faire la réclame de tous ses livres et de toutes ses publications, ça serait complètement déplacé. Pourquoi avoir choisi de parler de l'identité? Alors, je vais être très franc et vous rappeler un petit épisode de ma vie. Il y a 2 ans, on est à Marseille, à l'espace éthique méditerranéen, et je parle en me laissant sans doute un peu emballer des difficultés, des choses vraiment très embêtantes dans la maladie d'Alzheimer. C'est qu'on assiste à une modification de la personnalité des patients, qu'on ne les reconnaît plus, et que d'une certaine façon, on pourrait même dire qu'ils ont perdu leur identité. Je termine mon truc, tout ça va très bien. Et puis après, il y a quelqu'un qui se lève, elle est dans la salle, et qui ne s'adresse pas à moi, elle dit « Je suis scandalisé quand j'entends dire que les malades d'Alzheimer perdent leur identité. » Je crois qu'elle avait raison. Mais je n'avais pas complètement tort. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. D'accord ? Alors, pourquoi aussi ce sujet ? Ben parce que, et là vous allez vous reconnaître des situations que vous avez vécues. Madame A, enfin Monsieur A, il a 60 ans, Monsieur A. Il a une maladie d'Alzheimer à un stade déjà un peu avancé, hein, avec des gros troubles du jugement, etc. Bon, je passe. Il a un MMS, je ne sais pas quoi, enfin très bas. Et c'est la réponse à la question, puisqu'on envisageait bien sûr un placement en EHPAD, et c'est la réponse à nos 3 conjoints à la question du placement du malade en EHPAD. Réponse de Madame A. Faites ce que vous voulez, c'est plus mon mari, je ne l'aime plus, je ne l'aime plus celui-là, et je n'ai pas envie de m'en occuper. Alors j'ai été un peu choqué sur le moment, vous voyez. Mon éducation a fait, j'ai réfléchi, c'est une réponse. Et on l'a tous entendu. Ce n'est pas la plus fréquente, mais elle existe. Deuxième réponse, qu'on a tous entendu aussi. Madame B, elle a 80 ans à peu près. Elle est à un stade très avancé d'une maladie d'Alzheimer. Vraiment. Ça se voit sur son visage, vous savez, ses masques. C'est augustadé, vous savez, ses visages. Son mari, qui répond à la question qu'on lui pose. Mais il n'en est pas question. Je l'aime autant qu'avant. Tu es toujours là, tu es toujours la même, ma chérie. Si elle me quittait, je ne pourrais plus vivre. Troisième réponse, la plus fréquente. Hein. Oui, ça dépend des moments. Hein. Il y a des moments où, je dois avouer, je l'envisage. Et puis parfois, ce n'est... Parce que c'est plus lui, c'est un étranger. J'envisage. Et puis parfois, c'est complètement impossible. C'est vraiment le même, je le retrouve et je l'aime. C'est bizarre. Hein. Donc on voit bien là-dedans, si vous voulez, qu'il faut s'entendre sur le terme d'identité. On ne parle pas, ces 2 dames, Madame A et Madame C et Monsieur B, ne parlent pas de la même chose quand ils parlent de l'identité. Alors si on va du côté de l'identité maintenant, alors là, c'est pas de la tarte. Hein. La littérature sur l'identité, à cause de la réflexion qu'on m'avait faite dans le cadre de l'espace éthique méditerranéen il y a quelques années, je me suis penché là-dessus, ce qui fait qu'on se retrouve un peu ensemble ici. J'espère que ça va être intéressant. Alors, elle est philosophe, bien sûr.
Alors j'ai fait cette diapo parce que je trouve ça joli, puis je me suis entraîné, c'est beau. Alors, c'est de Platon. Ah, oh là là, ça y est, le manque du mot. Vite, Ricoeur. J'aurais pu continuer parce que ce matin, Éric Fiat, il a parlé d'identité. Les philosophes continuent à parler d'identité. C'est une problématique qui continue. Alors je vous en ai mis au passage là, les philosophes qui ont vraiment beaucoup travaillé sur l'entité, Pascal, Descartes, Leibniz, Kant. Non. Et tu n'as pas reconnu celui-là? Non, non, mais là, celui-ci. Non. Hegel. Etc. Il y a aussi des psychologues qui sont intéressés. J'en ai mis deux géants là-dessus. James et Handel Tunvix. Puis il y a des grands psychiatres, psychanalystes. Ça, on le sait. Freud, Lacan et Green. J'ai mis Green qui est mort récemment. Ils ont beaucoup, beaucoup travaillé sur l'identité, sur le je, sur le moi, etc. Et puis il y a les scientifiques. Damasio. Son dernier livre, c'est L'autre moi-même. Jeanneret, qui nous a malheureusement quittés récemment. Et puis Edelman et Crick, deux prix Nobel qui ont beaucoup travaillé sur conscience de soi, conscience de l'autre, etc. Et puis il y a des gens, des poètes aussi. Et je ne peux pas, bien sûr, ce que vous connaissez tous, Je est un autre, de Rimbaud. Et ce qui est beau, c'est qu'il dit « J'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute. » Et puis il y a un roman intéressant dont le titre est « Je n'ai pas moi ». Alors c'est sûr, je suis un autre, je n'ai pas moi, ça s'inspire l'un de l'autre. Et évidemment, c'est le second qui s'inspire du premier. Et puis j'ai trouvé dans Télérama de récent, là, le dernier, là, septembre 2012, c'était une interview d'une cinéaste, paraît-il très connue, moi je ne la connais pas, mais « Le temps qui passe nous change-t-il au point de faire de nous quelqu'un d'autre? Ou y a-t-il au fond de nous un noyau, même petit, mais très dur, que rien jamais ne peut altérer ?» Et ça m'a beaucoup interrogé. Parce qu'en la paraphrasant, on peut dire, la maladie d'Alzheimer nous change-t-elle au point de faire de nous quelqu'un d'autre? Ou y a-t-il au fond de nous un noyau, même petit mais très dur, que rien jamais ne peut altérer, que la maladie d'Alzheimer ne peut pas altérer? C'est la question qu'on va se poser. Et puis, le dernier que je vous signale, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de ça, c'est un roman grandiose. Enfin, c'est pas un roman, c'est une histoire de vie grandiose. C'est l'histoire de vie de Marie-Édith Cypris, qui était un monsieur et qui est devenu une dame. Le titre, Mémoire d'une transsexuelle, la belle au moi dormant. Et dans son préface, elle dit « Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé à devenir ce que j'étais. » Cette superbe phrase qui pose vraiment le problème de l'identité. Vous voyez, c'est un problème qui concerne tout le monde, c'est un problème fondamental. Le problème, c'est quand on va voir dans les livres un peu sérieux, voilà ce qu'on lit. Alors, si vous y comprenez quelque chose, c'est vraiment, vous comprenez, on voit identité memté versus identité ipséidée. Ricoeur, bien sûr. Enfin, identité matérielle versus identité spirituelle. Même identité ontologique versus identité épistémologique. Je pense que tu vas nous parler de ça. Identité vécue, etc. Et le soi, soit phénoménologique, soit conceptuel, soit implicite, soit explicite, soit physique, soit social, soit moral. Le proto... Enfin, c'est effrayant, vous êtes d'accord? C'est effrayant. On n'y comprend rien. Enfin, on n'y comprend rien. J'ai du mal à comprendre. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Francis Eustache, parce que j'avais lu un article de Francis Eustache, je vous le dis, je ne veux pas vous... qui s'appelle « Le paradoxe de l'identité singulière et plurielle, un paradigme inédit et un défi nouveau pour la neuropsychologie ». C'est vraiment un très bon article. Il est lisible. Il n'est pas simple, mais il est lisible. Alors, j'ai demandé de venir nous parler, en fait, de venir nous parler
de la neuropsychologie de l'identité, d'une façon simple, claire, pragmatique, c'est ça. Hein. Alors, je lui passe la parole, je m'arrête, je lui passe la parole, il va parler. Si on ne comprend pas, vous me faites des signes de la main, je l'arrête et on l'interroge, d'accord? Parce que sinon, on va... Voilà, allez. Merci. Attends, garde celui-là. Merci Michel. Et merci d'être présent. J'ai suivi les débats avec beaucoup d'intérêt. J'aime beaucoup cette ambiance de dialogue. Donc on a parlé avant avec Michel il y a une quinzaine de jours pour essayer d'organiser un peu la soirée. Je crois que le thème est passionnant, hein, vous le reconnaissez. Hein, ce thème de l'identité, il est au cœur de différentes problématiques qui interviennent, on a vu dans les différents exposés. Et en même temps, c'est effrayant. Hein, ça a été ton mot. Hein. Donc merci pour l'introduction, y compris pour ce mot effrayant. Disons qu'on est dans un contexte théorique qui est très complexe, avec extrêmement mouvant, hein, avec des origines philosophiques grandioses. Et puis aujourd'hui, un terrain scientifique très très intéressant depuis, disons, une douzaine d'années, où différentes disciplines se rencontrent. Alors, moi, Michel Poncet m'a présenté de façon bien trop élogieuse, mais il a dit ce que je fais, ce qui est important. C'est-à-dire, je suis neuropsychologue de formation. Aujourd'hui, je suis plus chercheur que clinicien, mais un laboratoire de neuropsychologie, c'est un laboratoire avec des patients. Hein, c'est un laboratoire très particulier. Et puis, je fais aussi de l'imagerie, et donc tu m'as demandé aussi de parler un petit peu du cerveau. Donc, vous voyez, pour compliquer tout ça... Aujourd'hui, différentes disciplines se rencontrent sur ce thème de l'identité et c'est bien sûr très intéressant et difficile. Donc je vais essayer de vous donner la bonne parole du neuropsychologue. Alors n'y voyez pas du tout une attitude scientiste de ma part, c'est pas du tout le but, hein, c'est pas du tout le but, c'est vous présenter, vous proposer les choses telles que un certain nombre de collègues de par le monde voient ce problème de l'identité, toutes ces difficultés. Et comment, je pense, cette réflexion, ces données expérimentales peuvent nourrir votre réflexion. Voilà, c'est tout. Et à partir de là, vous pouvez m'interrompre et Michel m'interrompra et si je peux, je répondrai aux questions. Alors moi, j'avais préparé aussi une petite galerie de portraits ce sont les neuropsychologues grandioses de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Il y en a beaucoup plus, mais j'en ai sélectionné 3. Ces 3 personnes ont en commun de nous montrer tout ce que les malades nous apportent, à nous scientifiques. Il y a Ribot, hein, qui est un auteur français très connu, qui a écrit Les maladies de la mémoire. Il y a Korsakov, qui est au milieu, qui est magnifique, près de sa clinique de Moscou. Et Betcherev, qui est l'auteur qui, le premier, a insisté qui est aussi un russe, qui a insisté sur le rôle de l'hippocampe dans la mémoire. Je suis un peu jaloux de leurs barbes, vous voyez, tous les deux ont des barbes absolument superbes. Alors, plus près de nous, il faut évoquer ces amnésiques qui jouent un rôle très important. Alors, les amnésiques dont je vais parler dans un premier temps sont plus des amnésiques par lésion focale, ne sont pas des patients qui ont une maladie dégénérative. C'est pour des raisons historiques, pour des raisons un peu théoriques, ce sont ces patients comme le patient HM hein, qui ont joué un rôle important dans l'étude de la mémoire, puisque l'identité en tant que telle n'a pas vraiment été étudiée en neuropsychologie. C'est d'abord la mémoire qui a été étudiée. L'étude de la mémoire s'est complexifiée et progressivement, cette étude de la mémoire, elle s'est complétée de l'étude d'autres concepts, que sont la conscience, les différents niveaux de conscience, etc., et l'identité. Les liens entre mémoire et identité, c'est en fait une histoire assez récente. Alors, qu'est-ce que nous apprend HM, entre autres, ce patient peut-être le plus connu de toute l'histoire de la neuropsychologie? Eh bien, c'est que des lésions bilatérales des hippocampes provoquent une amnésie antérograde et une amnésie rétrograde. Chez lui, il y a relativement peu de modifications de la personnalité, même si ça n'a pas été très bien examiné à cette période, puisque c'est disons, un patient qui a été examiné dans les années 60 et au-delà.
Et sur le plan de la mémoire, le point notable, c'est que malgré l'intensité de son amnésie, eh bien, il a des capacités préservées dans différents domaines, la mémoire à court terme, la mémoire procédurale, etc. Alors, Tölving, Michel a montré une photo de lui. C'est un auteur particulièrement important dans le domaine de l'étude de la mémoire, et c'est aussi un pionnier dans l'étude des relations entre mémoire et identité. Et c'est pour ça que je vais un petit peu insister sur ces études et sur la distinction dont il est à l'origine, qui est la distinction mémoire épisodique, mémoire des souvenirs, hein, si on peut définir très vite, et mémoire sémantique, mémoire des connaissances générales sur le monde et sur soi. Et vous allez voir que ces connaissances sur soi, on va avoir tendance à les morceler progressivement. Ça, c'est la façon de travailler de la neuropsychologie qui peut-être va choquer certains d'entre vous, parce que je sais que dans la salle, il y a des neuropsychologues, puis il y a des gens qui viennent d'horizons très divers. Donc j'essaie de vous immiscer progressivement dans la façon de penser de la neuropsychologie sans trop la trahir. Alors, ce patient qui ici, il est très important parce qu'on observe chez lui une distinction entre une mémoire épisodique qui est massivement perturbée, après un accident de la voie publique, en fait après plusieurs accidents de la voie publique, et une mémoire sémantique qui est globalement préservée et des capacités cognitives qui par ailleurs sont tout à fait intègres. C'est un peu ce que veut représenter cette photo là où on le voit en train de jouer aux échecs. Alors, ce qui est extrêmement subtil dans la description de Tölving et de ses collègues, c'est qu'il montre que la dissociation épisodique sémantique, elle existe dans la dimension antérograde, c'est-à-dire que le patient ne peut acquérir quasiment aucun nouveau souvenir depuis son accident. Par contre, et ça par des moyens divers et variés, en utilisant des méthodologies particulièrement subtiles, eh bien, les auteurs vont faire apprendre de nouvelles connaissances sémantiques, de nouveaux concepts à ce patient. Donc vous voyez, une mémoire sémantique qui continue de s'enrichir malgré une amnésie épisodique massive. Et ce qui est intéressant, c'est que l'équipe de Tölving fait également la démonstration dans la dimension rétrograde, c'est-à-dire dans la mémoire du passé, y compris dans le passé antérieur à la maladie, où là aussi l'amnésie épisodique est massive et le patient pourtant rappelle des éléments de connaissance sémantique sur lui-même. Alors, comment fonctionnent les neuropsychologues? Ce sont des gens un peu bizarres, vous voyez, ils vont fabriquer des concepts et ils vont avoir tendance à mettre ces concepts en boîte. Ça ne se fait pas en un jour, c'est-à-dire que les concepts, il faut les forger, il faut les définir, et ensuite, il faut essayer de les organiser les uns par rapport aux autres. Alors ça, c'est une proposition qui est faite par Tölving, qui a connu un certain succès, 5 grands systèmes de mémoire, et avec surtout, ce qui est intéressant, c'est cette notion de hiérarchie dans les systèmes de mémoire. Vous voyez, des mémoires perceptives, la mémoire sémantique, la mémoire épisodique, et puis tout en haut, cette mémoire épisodique, cette mémoire des souvenirs. Ça voudrait dire que la formation des souvenirs, la mémoire procédurale, la mémoire des habiletés est un peu à part, je vais y revenir après, mais les souvenirs se formeraient de cette façon. C'est-à-dire qu'on a d'abord des mémoires perceptives qui interviennent très tôt, notamment chez l'enfant, chez le bébé. Et puis ensuite, ces informations prennent du sens, donc on peut former des connaissances. Donc à un certain moment, l'enfant va être capable d'apprendre des connaissances. Et éventuellement, ensuite, en s'appuyant sur ces connaissances, on va former des souvenirs. Alors, ce petit dessin, je vous demande de le méditer parce qu'il va être extrêmement important pour la suite. Alors, avec ma collaboratrice Béatrice Desgranges, et en ayant beaucoup discuté avec Tölving, on a proposé ce modèle un petit peu différent, donc qui est plus récent, et qui reprend schématiquement les 5 grands systèmes de mémoire, mais qui les organise différemment, et puis qui rajoute un certain nombre de processus. Donc ici, la mémoire de travail, bon, je ne définis pas, c'est la mémoire du moment présent, avec différents mécanismes,
Il y a un mécanisme extrêmement important ici, c'est un terme qui est repris à Baddeley, un autre auteur extrêmement important, un auteur anglais, qui s'appelle le buffer épisodique. C'est en fait la jonction entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Alors, si on voulait prendre un terme du sens courant, ou qu'on rencontre aussi en philosophie, on pourrait dire que c'est le présent psychologique. On est vous voyez, dans un temps qui est relativement court. Souvent les étudiants lèvent la main, me demandent mais c'est combien de temps? C'est quelques secondes, vous voyez. Tout dépend du type de matériel qui va être maintenu. C'est plus de l'ordre de quelques secondes, voire une minute. Bon, ici, on retrouve la mémoire procédurale. Et puis ici, c'est ça qui est très important. On retrouve ces trois systèmes fondamentaux. La mémoire perceptive, les informations qui transitent de l'une à l'autre, qui vont à la mémoire sémantique, et puis la mémoire épisodique tout en haut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une connaissance peut être formée sans souvenir. C'est ce qu'on a vu chez le patient qu'ici. Le patient qu'ici, il continue de former des connaissances alors qu'il n'a aucune capacité à former des souvenirs. Donc ça il faut absolument que vous reteniez ça. Ça, c'est la première situation. Mais il y a également une deuxième situation. Et nous, on y insiste beaucoup avec Béatrice dans ce modèle. Je ne développe pas tout, mais je développe essentiellement cette flèche, vous voyez, qui va de la mémoire épisodique à la mémoire sémantique. C'est-à-dire qu'il y a un autre processus qui est extrêmement important, c'est le processus de sémantisation. Vous vivez ici des moments forts, dans cette université d'été, ce sera la même chose demain. Vous en gardez des traces extrêmement précises, des échanges, souvent des fois avec de l'émotion, etc. Ces traces, elles vont se modifier au fil du temps. Elles vont se modifier pas simplement par un processus qui fait que vous allez perdre des éléments, mais par un processus beaucoup plus complexe qui fait que ces éléments vont se concaténer, vont s'assembler les uns et les autres et vont prendre du sens. Et en fait, une partie de vos connaissances sémantiques vient de ce que vous vivez aujourd'hui, pour prendre l'exemple d'aujourd'hui. Alors, c'est à partir de ces deux mécanismes-là, entre autres, c'est une piste que je vous ouvre, que l'on peut entrer dans cette complexité de l'identité singulière et plurielle. C'est une façon de faire. Sinon, je pourrais vous proposer aussi des grands schémas comme tu as fait avec 36 000 noms, et puis j'aurais pu passer la soirée à dire, voilà, l'identité ontologique, c'est ça. Un tel a dit ça. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais essayer de vous donner un petit peu de sens en utilisant ce double concept de mémoire épisodique et de mémoire sémantique. Alors, je parlerai de la maladie d'Alzheimer après. Je fais d'abord un saut chez les enfants. Parce que je pense que ce papier-là qui est cité là, c'est le papier, je pense, le plus important qui a été publié ces 15 dernières années sur la mémoire humaine. Donc c'est l'histoire de 3 enfants, dont un, surtout l'histoire d'un patient, qui a été victime de lésions néonatales des hippocampes, et c'est le devenir de ces patients, c'est l'histoire de ces patients qui est racontée dans cet article, donc qui est détaillé ici. Et cet article a donné lieu à beaucoup d'autres articles qui ont permis de publier des observations un petit peu similaires. Et puis il y a eu toute une réflexion théorique, tous les grands auteurs se sont exprimés sur cette publication. Il y a eu des numéros spéciaux de revue, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, vous avez un petit schéma ici ce sont des notes standards. Vous voyez, vous avez ici, c'est un enfant qui s'appelle John, qui a donné lieu depuis des dizaines de publications. Et vous voyez son QI, ici. En bleu, c'est l'AMPAN. L'AMPAN mesurait classiquement la mémoire à court terme. Il y a une mémoire à court terme tout à fait normale. Ici, c'est son QI, il a un QI de 110. Et puis ici, c'est ses performances quand on utilise un test classique de mémoire, genre rappel indicé, RL, RI16, vous voyez, pour les neuropsychologues qui sont dans la salle, un test classique de mémoire. Donc il a des performances totalement abaissées. Et c'est un moment, il est vu, là, il est adolescent. Alors, juste en 2 mots, quels sont les faits vraiment marquants de ces 3 patients? Donc ils ont un volume hippocampique extrêmement réduit, donc je ne vous montre pas les IRM, mais tout ça est très très bien décrit. Ils ont une amnésie antérograde
massive, hein, on le voit dans le test de mémoire là. Ils ont une mémoire autobiographique qui est perturbée, c'est-à-dire que quand les enfants rentrent de l'école, quand ils rentrent chez eux, ils ne peuvent pas raconter ce qui s'est passé dans la journée, ils ne connaissent pas les petites anecdotes, vous voyez, s'ils sont allés à la gym et puis s'il y a eu un problème, il y a eu un problème avec le prof de gym, etc. Ils ne peuvent pas raconter ça, ils savent pas. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et par contre, alors c'est ce qui valide, vous voyez, le petit schéma hiérarchique. Par contre, ces enfants ont appris le langage, alors que ces lésions avaient été acquises avant l'acquisition du langage. Ils ont appris le langage, ils ont appris des connaissances sur le monde, ils connaissent le monde, ils savent que Rome c'est la capitale de l'Italie, etc. Et ils ont un cursus scolaire quasi normal. Vous voyez, c'est pas rien de réfléchir à ça. Donc je pense que je m'adresse à des gens qui sont très loin de la neuropsychologie, mais des observations comme ça vous obligent vraiment à méditer à comment on construit notre cognition de façon très large, et les liens entre mémoire et cognition. Et puis comment on peut utiliser ça à des fins thérapeutiques. Ça c'est un travail que j'aime bien, parce que c'est un travail que j'avais fait avec des collègues de Necker, l'hôpital Necker à Paris. Et on a examiné là c'était une petite épileptique qui avait une amnésie absolument gigantesque, et on lui a fait apprendre différents concepts. Et je prends l'exemple du macareux, parce que le macareux est assez photogénique, hein, mais on a pu comme ça apprendre des concepts divers à cet enfant. Donc oui, il y a cette dimension qui est quand même aussi très, très intéressante. Tu m'interromps quand tu veux. Non, mais juste le rappel. Hein. Je plante un peu le décor, et puis on va arriver tout de suite à l'identité. Hein, on va arriver à l'identité, mais je crois que c'était important que je vous plante le décor sur épisodique sémantique. Ça, c'est juste, je me permets un petit point de terminologie qui est souvent confus dans les écrits à droite à gauche et qui nous aide pas. La mémoire épisodique, je dis, c'est la mémoire des souvenirs. C'est la mémoire des événements vécus dans leur contexte spatial et temporel d'acquisition. On peut proposer des définitions un petit peu plus expérimentales, mais disons que ça veut dire ça. C'est la mémoire, c'est ma mémoire, c'est ce que j'ai vécu moi. Ce sont mes souvenirs, et quand je les évoque, j'ai une certaine émotion et j'ai l'impression de revivre l'événement. C'est ça la mémoire épisodique. Donc cette mémoire épisodique, vous voyez bien qu'elle est autobiographique. Par contre, la mémoire autobiographique, elle comprend cette mémoire épisodique, mais elle comprend aussi des choses beaucoup plus générales sur moi. Ce qu'a dit par exemple Michel Poncet, hein, au-delà du fait que c'était bien trop élogieux, c'était des généralités. Hein, je travaille à Caen, etc., je suis psychologue, etc. Vous voyez, et donc ma mémoire autobiographique, elle est à la fois épisodique et elle est aussi sémantique. D'accord ? Donc ça va nous aider aussi pour la suite. J'hésite un tout petit peu à présenter ce modèle qui est un petit peu compliqué, mais sachez que la mémoire, l'étude de la mémoire, les représentations qu'ont les neuropsychologues et les neuroscientifiques de la mémoire se complexifient. Hein. Ce n'est pas simplement encoder, stocker, récupérer des informations, mais de plus en plus, on s'intéresse à cette mémoire autobiographique, à toute sa richesse. Et bon, par exemple, un auteur qui est intéressant, qui est très très cité aujourd'hui, c'est Martin Conway, qui travaille en Angleterre et qui a proposé ce système de mémoire de soi. Hein, c'est-à-dire comment fonctionne cette mémoire de soi. Je vais pas détailler le modèle parce que ça va nous entraîner un petit peu loin, hein, puisqu'on a commencé un petit peu en retard. Mais retenez dans ce modèle, il y a un certain nombre d'idées qui sont intéressantes. Bon, c'est un auteur qui insiste beaucoup sur la nature reconstructive de la mémoire, c'est-à-dire que la mémoire, elle n'est pas figée, mais elle se transforme en permanence. Ça, c'est extrêmement important. Et de plus en plus, on a des données en imagerie cérébrale et en neurobiologie qui vont dans ce sens. Hein, ce n'est pas simplement une vision de l'esprit. Et puis, cette mémoire, là aussi, elle est formée, selon ces auteurs, de différentes composantes. Et je détaille un tout petit peu ces composantes, avec notamment ce self conceptuel, alors qui va au-delà de la sémantique personnelle. Vous voyez que je suis psychologue à Caen, ou je dirige une unité de recherche à Caen. Vous voyez, ça c'est une connaissance très générale sur moi, mais le self conceptuel, il va au-delà.
il regroupe des connaissances sémantiques personnelles qui sont beaucoup plus abstraites, hein, sur moi-même, hein, qui m'appartiennent, qui spécifient par exemple les scripts, les catégories d'appartenance, les schémas socialement établis, les images de soi possibles ou désirées. Alors, ces connaissances génèrent à leur tour des attitudes, des valeurs, des croyances qui vont orienter les contenus de la base autobiographique, c'est-à-dire qui vont orienter les contenus de la mémoire. Alors, on retrouve une idée qui est bien sûr très importante chez différents philosophes que tu as rapidement cités, hein, c'est ce lien entre mémoire qui forme l'identité et identité qui oriente l'activité de la mémoire. Alors, self de travail, c'est assez proche du concept que j'évoquais tout à l'heure de présent psychologique ou de buffer épisodique chez Baddeley. Là, on est dans un temps beaucoup plus court et on est dans une composante du soi qui intervient à différents niveaux de construction et de reconstruction des souvenirs. Et ce self de travail, en fait, il a à réguler une tension entre deux grands mécanismes opposés. Et toute la difficulté, hein, c'est de faire en sorte que cette tension ne s'égare pas d'un côté ou de l'autre. Alors, un côté, c'est le principe dit de correspondance, c'est-à-dire que les souvenirs doivent refléter la réalité pour permettre au soi de s'adapter à cette réalité. Hein, le travail de la mémoire, c'est quand même bien de maintenir des informations les plus justes possibles. Mais deuxième principe, c'est le principe de cohérence. Et ce principe de cohérence dit que les souvenirs doivent aussi être en accord avec notre sentiment de nous-mêmes, avec notre soi. Alors, voilà le paysage. Elle s'est écrit un peu petit, hein, je suis désolé, ça s'est écrit plus gros, ça a dû sauter. Ça va, vous voyez? Alors, autre domaine, donc on arrive directement à notre sujet, où cette distinction épisodique sémantique est pertinente. Alors là, si vous êtes intéressé par ce sujet, il y a un auteur qui me paraît aujourd'hui incontournable, qui s'appelle Stanley Klein, qui est un auteur qui travaille sur la côte californienne, qui a travaillé notamment avec Elisabeth Loftus, qui a travaillé aussi un peu avec Endel Tulving, qui est extrêmement productif, et qui a commencé vraiment à faire des articles très intéressants à partir du début des années 2000. Et moi, je date un peu le début des années 2000 de toute cette réflexion sur mémoire-identité en neuropsychologie. Alors, c'est un auteur qui est un théoricien, mais qui a aussi fait un certain nombre d'études cliniques, hein, de neuropsychologie clinique, soit en reprenant des observations décrites dans la littérature et en les passant, disons, avec une grille de lecture un peu différente, soit en publiant des observations. Et on retrouve parmi les premiers patients cités le fameux patient Kissy. Alors, je vais vous montrer ce qui a été fait par Tulving dans un texte en fait qui n'est pas très connu, parce que c'est un chapitre de livre qui date de 93. Et ce que suggère cette observation de Kissy, hein, que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, ce patient qui a cette dissociation épisodique perturbée, mémoire sémantique préservée, c'est que son sentiment d'identité est préservé. Chez lui, un sentiment d'identité qui est préservé, il est capable de se décrire. Alors on va voir comment, hein, je vais vous expliquer très rapidement les méthodologies. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une concordance dans le temps, c'est-à-dire qu'il se décrit tel qu'il est aujourd'hui et que cette description est en accord avec une description faite par quelqu'un d'autre qui est sa mère. Alors ça, c'est un petit... je n'ai peut-être pas le temps de traduire ça. C'est un petit morceau du texte, parce que ça, c'est intéressant, parce que c'est sur ce point que va être fondé tout le travail clinique, c'est que ce patient a complètement changé après son accident. En plus d'être devenu amnésique, on peut dire schématiquement qu'il était avant extraverti. C'était quelqu'un qui aimait les motos, les buggy, etc. Et c'est ça qui a fait qu'il a eu plusieurs accidents et qu'il est devenu amnésique.
Et puis ensuite, ben, il était beaucoup plus introverti, il s'exprimait peu, etc. Bon, voilà, c'est en gros ce qui est dit là. Donc, vous voyez, il y a un changement entre avant, après, hein, qui est lié à son traumatisme. Et ça, c'est ce qui a été fait par Tölving. Ça a été rapporté par la suite dans plusieurs chapitres. Et le premier chapitre date c'est pas 83, c'est 77, 77, chose comme ça. Alors, la méthodologie, les méthodologies sont bien sûr toujours critiquables quand on s'adresse à une fonction aussi complexe, à une fonction, je ne sais même pas si je peux l'appeler une fonction, qui est l'identité. Là, ce sont des traits de personnalité. Il y a deux temps dans le travail. Donc, il y a d'abord 72 traits de personnalité et le patient et sa mère. Donc, les traits de personnalité sont présentés aux deux. Ils doivent les évaluer en 4 points, c'est-à-dire si ça le qualifie, si ça le qualifie plus ou moins, si ça ne le qualifie pas, si ça le qualifie pas plus ou moins. Et pour sa mère, c'est également demandé maintenant. Donc il y a une bonne concordance avec les évaluations de sa mère. Et puis ensuite, donc, il y a une nouvelle étude qui est faite. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que les évaluations de Kissy sont proches de l'évaluation que la mère fait de lui, au moment présent. Hein, donc ça va dans le sens, vous voyez, d'un patient amnésique qui a pu adapter sa connaissance de son identité. Alors, après les mémoires en boîte, voilà l'identité en boîte. Ça, c'est une partie du modèle de Klein que je trouve intéressant, que je vous livre, qui permet de réfléchir et qui permet, je pense, d'avancer sur le plan de la réflexion. En haut, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est une répétition. Et puis, ensuite, il y a d'autres patients qui sont décrits, hein, par cet auteur et par ses collègues. Et ça rejoint un petit peu ta dernière diapositive, hein, à partir des citations des romans, hein, des livres. Progressivement, en décrivant différents types de patients, Klein propose ce troisième terme qui est ici, et qui me paraît quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que, vous voyez, on reprend ici les représentations épisodiques de soi. Bon, on voit tout de suite par rapport à la mémoire épisodique ce à quoi ça fait référence. Les représentations sémantiques de soi, hein, les choses générales sur soi. Et puis, ce qu'il appelle les connaissances de ses propres traits de personnalité. Et ce qu'il montre, c'est que c'est une tendance, il appelle ça une résilience. Hein. Je n'utiliserai pas ce terme qui est connoté un peu différemment, mais lui, il l'utilise en anglais. Il parle de résilience pour ces traits de personnalité qui sont préservés dans de multiples situations. De multiples situations, y compris chez des patients qui ont une démence, hein, on met des guillemets ou pas, mais des patients, vous voyez, qui ont une maladie d'Alzheimer, le plus souvent, à des stades très sévères. Donc en utilisant des méthodologies qui sont adaptées, parce que c'est aussi une des difficultés, hein, sur lesquelles j'insiste pas, hein, une méthodologie, hein, de tester ce genre de fonctions particulièrement complexes avec des patients qui ont des déficits cognitifs sévères. Mais je pense que vous pouvez garder en mémoire ce petit schéma, hein, que vous allez retrouver dans beaucoup d'articles, hein, sur la question. Et aujourd'hui, beaucoup d'articles qui sont publiés sur le sujet, parce que c'est un domaine assez productif, hein, font référence à ce modèle-là. Alors, j'étais un peu long, hein, mais il fallait arriver. Avant de parler de maladie d'Alzheimer, vous voyez, c'était indispensable de brosser un peu ce petit historique et où on en est aujourd'hui dans la maladie d'Alzheimer. Où en est le débat, hein. Je ne vais pas vous donner des certitudes, hein, c'est surtout pas le but. Hein, mais oui. Ouais. Juste un éclaircissement sur personnalité, identité. Je te prie de m'excuser, j'ai pas très bien saisi. Est-ce qu'on peut avoir cassé là,
Il a changé de personnalité. Il a changé de personnalité. Mais il a conservé son identité. Il a conservé, disons, une connaissance de son identité qui est changée. Il a une conscience de lui-même qui est préservée. D'accord. Une connaissance de lui-même qui est préservée. Okay. Un sentiment d'identité qui est préservé. D'accord. Attendez, quand je dis qu'il est préservé, j'ai toujours un peu honte de présenter de façon aussi caricaturale des choses extrêmement complexes. Hein. Mais bon, c'est pour donner des grandes lignes de force. Alors, voilà. Alors, sur cette diapo, il y a en fait 2 études. Il y en a une, je l'ai résumée en une petite frise que je trouve assez élégante, et puis l'autre, le résultat est écrit. Donc ce sont tous les deux des travaux de Klein qui ont été publiés dans les mêmes années. Alors la frise du haut, ça concerne une patiente qui a 83 ans. En fait, l'expérience clinique est très simple, elle est extrêmement simple, mais très très efficace. C'est la même personne qui est photographiée décennie par décennie. Vous voyez, et la dame a aujourd'hui 83 ans. Et on lui demande de se montrer sur la photo. Et elle se montre à 30 ans, le plus souvent à 30 ans. Puis on refait les... Bon, il y a plusieurs moments, dont je ne rentre pas dans les détails. Disons, de façon générale, elle se montre à 30 ans, et quand les auteurs insistent sur la personne, par exemple, qui a 60 ans, on dit oh, ça c'est une vieille cousine, ou c'est une vieille tante, etc. Vous voyez, donc c'est vraiment intéressant parce qu'on n'est pas dans la prosopagnosie, on n'est pas dans le problème de la reconnaissance des visages, hein, puisque la patiente peut reconnaître des visages. Donc c'est assez élégant parce que c'est à la fois simple et très efficace. Et puis en dessous, donc c'est un peu le même principe, c'est un peu la même méthodologie que la méthodologie qui avait été utilisée avec Kissy. C'est repris des traits de personnalité avec les adjectifs, etc. Alors là, il y a une différence quand même qui est très importante, c'est-à-dire cette patiente qui a un MMS, vous voyez, très bas, hein, il est marqué là où il est à 9, elle peut se décrire, mais elle se décrit en fait telle qu'elle était avant la maladie. Alors là, c'est vérifié avec des proches, vous voyez, c'est pas trop mal fait. Et puis, il y a un point qui est important, nous, qu'on a repris dans une étude qu'on vient de faire. Je pense que c'est très important. Enfin, en neuropsychologie, c'est toujours de tester ça, c'est de voir si les résultats sont reproductibles d'un moment à l'autre. Hein, c'est ce qu'on appelle le principe de constance. Et cette patiente, vous voyez, qui ne se souvient même pas avoir passé le questionnaire 15 jours auparavant, ce qui est important, c'est qu'elle redonne les mêmes résultats. Hein. On a vraiment quelque chose qui est reproductible. Donc, ça veut dire que de 15 jours en 15 jours, elle donne les mêmes résultats, mais elle donne les mêmes résultats qui correspondent à ce qu'elle était. Hein, c'est-à-dire qu'elle se décrit telle qu'elle était quelques décennies avant. Ça, cette notion du temps, et c'est quelque chose qui est retrouvé de façon assez régulière hein, dans les articles qui sont publiés. Là, j'ai refait un point sur la littérature avant de venir ici, là, ces derniers jours, et les articles qui paraissent vont dans ce sens. Et je ne les ai pas tous intégrés à ma présentation pour ne pas trop rentrer dans les détails, mais tout ça est très lié aux perturbations de la mémoire épisodique et également de la mémoire sémantique. Donc il y a un lien qui est très important entre les gradients de mémoire, vous voyez, autobiographiques, qui préservent relativement le passé hein, et qui se font au détriment des souvenirs, mais également des connaissances les plus récentes. Hein, puisque dans une maladie comme la maladie d'Alzheimer, on a une atteinte à la fois de la mémoire épisodique et de la mémoire sémantique. Et en particulier pour ce qui est récent. Hein, ce qui est ancien est relativement... Les concepts anciens sont relativement préservés. Alors, ce qu'on voudrait faire, évidemment, c'est de montrer, comme on a pu le faire dans la démence sémantique, un gradient inverse, mais dans la démence sémantique, on a la difficulté, bien sûr, des troubles du langage qui compliquent énormément ce genre de travail, qui est un travail sur le plan méthodologique qui est difficile. Là, c'est un travail qu'on a fait à Caen récemment. Je ne suis
je peux répondre, mais je peux aussi répondre à tes questions. C'est un petit peu le même principe. Je trouve c'est un travail que j'aime bien parce qu'on l'a fait avec Odile Le Tortue, peut-être certains d'entre vous la connaissent, qui est gériade, qui dirige une maison de retraite, ça s'appelait comme ça avant que ça s'appelle une EHPAD, depuis très longtemps. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis très très longtemps. Donc ce sont des patients qui sont à des stades sévères, vous voyez, de la maladie d'Alzheimer. Et je pense qu'on a fait un travail de qualité en faisant un travail, je mets des guillemets, mais presque de neuropsycho-ethnographie avec ces malades. C'est-à-dire qu'en faisant passer des épreuves dans un contexte assez différent d'un examen neuropsychologique classique. C'est-à-dire que les personnes qui ont fait passer les tests ont d'abord vécu dans l'EHPAD un certain temps, sont vraiment rentrés avec le personnel, et je pense qu'on a pu comme ça recueillir des données de qualité. Alors, bon, on a fait passer plusieurs tests qu'on a modifiés, qu'on a mis un petit peu oui, je ne vais peut-être pas avoir le temps de détailler ça. Bon, disons que le résultat principal, là, c'est de montrer que, en comparant des patients Alzheimer et des sujets âgés qui vivent dans la même institution, parce que c'est une grande institution qui accueille à la fois des patients âgés et des gens qui sont pas malades, qui sont en institution mais qui ne sont pas malades, on fait avec nos tâches d'identité qui sont relativement sophistiquées, qui permettent d'obtenir en quelque sorte un profil identitaire. Ce que l'on montre, c'est que ces profils identitaires sont relativement proches entre les patients et les contrôles, et que ces profils identitaires, on les retrouve 15 jours après. Là aussi, il y a une constance qui, je crois, est un élément intéressant. Tout ça avec des patients qui ont un décalage dans le temps extrêmement important, puisque là aussi, souvent, il y a un décalage d'une quinzaine d'années par rapport à leur âge réel, parfois plus. Voilà, je m'arrête peut-être pour cette partie sur mémoire, identité et les implications cliniques, comment on peut examiner les patients, etc. Tu as, oui, non, juste une remarque. J'estime, je sais pas, je pense que le distinguo je et moi est très important, et que quand tu te présentes, tu dis je suis professeur de psychologie à Caen. C'est faux. Enfin, c'est faux. Moi, je comprends même pas qu'on puisse dire ça. Enfin, toi, tu n'es pas ça. Ton moi, ton essence, moi, ton moi phénoménologique, la chose en toi, enfin, ton je, c'est pas ce que tu fais. Tu fais le neuropsychologue à Caen. Mais tu n'es pas neuropsychologue à Caen, Francis. Non, moi, je ne sais pas qui tu es, personne ne sait qui tu es, toi, tu ne le sais peut-être même pas. Non, la question est-ce que... Non, mais c'est vrai, vous êtes d'accord, quand on entend parler de nous de temps en temps, vous dites, le professeur Poncet, il est ceci, il est cela, mais je ne me reconnais pas du tout, moi. Hein. J'ai dit, mais il ne parle pas de moi du tout, il ne parle pas de je. Il parle de ce que je fais. Il parle d'une chose, de la chose moi, et pas de je, et pas de tu vois, moi, je ne sais pas si c'est intéressant, mais pour répondre à cette question, ben, je pense profondément que dans moi, je suis naïf par rapport à toi, avant de passer à l'imagerie, c'est passionnant, mais je pense que de plus en plus, que dans la maladie d'Alzheimer, le moi phénoménologique, le je perdure. Que c'est vraiment le noyau dur qui va résister, c'est-à-dire je. Et ça, vous aviez raison quand vous m'avez dit, il n'y a pas perte d'identité, il n'y a pas perte d'identité du je, même si mon rôle social, mon moi, je sais pas, narratif, tout ça est complètement démoli quand même. Mais il reste. Alors, est-ce que toi, c'est un distinguo qui t'intéresse? Parce que tu n'as pas abordé ça là. Non, c'est un distinguo qui m'intéresse et qui fait partie de l'histoire
de la philosophie et qui a été repris, je ne sais pas si on peut dire popularisé par William James, qui est un auteur majeur, tu l'as montré dans ta diapo. Donc avec ce moi relativement, cet état, hein, versus ce jeu agentivité qui va permettre de prendre conscience de ce moi. À partir de ce que j'ai montré là, la superposition, disons, de ce cadre théorique et des résultats de Klein et des résultats que nous-mêmes avons obtenus, moi je me sens plus proche d'un auteur majeur, hein, d'un auteur français majeur, qui est Paul Ricoeur. Je trouve, s'il faut, parce que là tu pousses un peu dans mes retranchements sur un terrain où je ne suis pas complètement à l'aise, hein, ou même pas du tout à l'aise, qui est celui de la philosophie. Les psychologues ne sont pas à l'aise sur le terrain de la philosophie, mais on est un peu obligé de s'y frotter, quoi. C'est-à-dire que on arrive dans des domaines où on est obligé de demander de l'aide. Et moi, je trouve que les notions, d'ailleurs, que tu as avancées dans ton introduction, même s'il faut les reprendre, les moderniser, les mettre un peu avec des concepts expérimentaux, hein, des méthodologies derrière, mais je trouve que les concepts de mêmeté et d'ipséité, personnellement, moi, me parlent plus. Enfin, ça me paraît mieux cerné. Ça me paraît mieux cerné. Ça me paraît. Non. Ah oui. Ouais. Alors, mêmeté, j'irai même plus loin parce que vous vous souvenez le petit schéma que je vous ai montré au début avec cet aspect hiérarchique. Pourquoi Tulving a proposé ça? Pourquoi nous, on a repris ça? Et on a proposé pas mal d'arguments cliniques et expérimentaux qui confortent, hein, vous voyez, cette construction de la sémantique, y compris du soi, qui se fait très tôt. Qui se fait très tôt, y compris à un moment où l'enfant n'a pas la possibilité de former des souvenirs. Et moi, l'hypothèse que je fais, qui est une hypothèse personnelle, hein, l'hypothèse que je fais, c'est que ce noyau d'identité, ce noyau de mêmeté, c'est-à-dire qui fait qu'on est comme ça. Moi, j'ai certaines valeurs, je ne vais pas vous raconter toute ma façon de me percevoir, mais j'ai un certain nombre de valeurs, je pense, qui sont extrêmement anciennes, qui sont ancrées en moi, et je pense que je serai toujours comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu caricatural, je m'en excuse. Mais c'est pour faire passer le message. Je pense que ce noyau dur-là, et dans les 3 exemples que tu prenais, c'était très très beau, quoi. C'est-à-dire qu'il y a soit c'était ça, l'essentiel, soit c'était moins important, soit c'était l'un et l'autre. Alors l'ipséité, c'est autre chose. L'ipséité, je suis venu à Aix-en-Provence il y a longtemps, en fait. Je n'étais pas venu à Aix-en-Provence, je suis venu quand j'étais jeune avec des copains, avec une vieille bagnole, vous voyez, on a fait du camping, tout ça. Je ne suis pas le même aujourd'hui en train de vous parler avec Michel Poncet à côté de moi. Je ne suis pas le même. C'est pas le même. J'avais les cheveux longs, vous voyez, j'avais des vieux jeans troués, etc. C'était pas le même. D'accord? Il a bien fallu bien sûr. Hein, donc, ça par contre, hein, cet élément-là, cette mise à jour, là encore, je ne veux pas être grossier et caricatural et vous induire en erreur, et nous induire en erreur. Mais certains aspects de cette mise à jour, c'est ça qui est altéré dans ces maladies, dans la maladie d'Alzheimer et dans d'autres. Ce qui était intéressant, c'était de montrer, ce qu'a fait Tulving, c'était de montrer que chez les amnésiques, hein, que les amnésiques épisodiques, ça ne suffisait pas. Une amnésie épisodique ne suffit pas à atteindre cette ipséité. Il n'utilise pas le mot, hein, c'est moi qui fais le parallèle entre les deux, hein, qui fait le pas. Hein, mais le message est là, si vous voulez. Et ça, je pense que c'est très important. Là, on a une dissociation qui est trop grossière, qui est trop caricaturale, mais je pense qu'on est dans un cadre théorique qui est plus intéressant, à mon sens, hein, peut-être parce que je n'ai pas suffisamment creusé le moi et le jeu,
Et ça me paraît plus intéressant. Entre le moi et le jeu, moi, je ferai un raccourci entre les représentations identitaires d'une part, et puis les aspects plus fonctionnels d'accès à ces représentations, hein, ce qu'on peut appeler globalement la conscience de soi ou le sentiment d'identité. Voilà. Bon, attends, le temps avance. Alors, je vais me permettre de te poser une question, parce que tu passes de l'esprit au cerveau, enfin, c'est ton métier, hein. L'identité, on est quand même, comme ça, un mot plus de l'esprit. Quid de l'identité dans le cerveau? Alors, je sais que c'est une question grossière, je vous prie de m'excuser, mais il y a un concept très utilisé actuellement en neuropsychologie et en neuroimagerie, c'est celui de réseau par défaut. Alors, il va nous dire ce qu'il en est du réseau, enfin, il va nous dire, j'en sais rien. Mais si vous voulez, le réseau par défaut, on vous met dans une machine, dans une IRM, et on vous demande de ne penser à rien. Je simplifie, c'est impossible, mais en fait, d'être sur vous, d'être sur votre jeu, d'être sur votre corps, et pas d'être dans votre histoire, dans le monde, dans les autres. Est-ce que, la question que je te pose, moi je ne sais pas ce que c'est que le réseau par défaut, attention, hein, là je suis comme peut-être plusieurs d'entre nous ici dans cette salle, hein, est-ce que le réseau par défaut, c'est pas un peu les bases neurales de la notion du moi noyau, du moi, enfin du je, quoi, du je, pas du moi, du je. Voilà. Premièrement, je trouve que j'aime bien ta question. Je pense qu'il n'y a pas de tabou. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, tu m'aurais posé cette question, je t'aurais dit quand même, t'exagères, Michel. Localiser l'identité dans le cerveau, il ne faut quand même pas exagérer. Mais aujourd'hui, j'ai presque envie de répondre comme Alfred Binet, vous savez, répondait au début du XXe siècle, quand on lui demandait qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Enfin, c'est un peu une boutade, hein. Il disait c'est ce que mesure mon test. Et c'est ce que vous voyez sur cette diapo-là, qui est une toute petite synthèse d'une multitude d'études qui ont été faites en imagerie. Alors, je ne réponds pas encore sur le réseau par défaut, hein. Je vais y revenir tout de suite. Là, ce sont des études d'activation plus classiques, c'est-à-dire alors c'est l'effet de référence à soi. L'effet de référence à soi, c'est très simple. On vous propose des adjectifs et puis on vous dit ça, est-ce que ça vous qualifie, vous, ou est-ce que ça qualifie Michel Poncet ou Jacques Chirac ou Sarkozy, etc. Vous voyez, quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est un effet, ça marche très bien et ça améliore les performances de mémoire pour les qualificatifs qui vous concernent. Et quand on fait de l'imagerie, quand on compare cet effet de référence à soi versus l'effet sur quelqu'un d'autre versus un traitement sémantique, etc., on obtient ce réseau avec schématiquement des régions orbitofrontales et puis des régions singulaires postérieures. Voilà, schématiquement. Donc c'est important que vous reteniez vous voyez, on note ici, ça ce sont nos collègues belges là, qui ont remarquablement travaillé sur cette question-là. Et c'est vrai lors de l'encodage et c'est vrai lors de la récupération. Alors, ça c'est le réseau par défaut, mis en évidence par la technique d'IRM fonctionnelle, cette fois-ci au repos, hein, que tu as décrite, c'est-à-dire qu'on demande au sujet de faire rien particulier, de laisser le laisser vagabonder dans ses pensées, puis ensuite on fait des analyses de connectivité qui sont un petit peu compliquées à expliquer, et donc je passerai, et je vous montrerai juste quelques résultats. Alors, d'abord, l'historique. Comment est-ce qu'on a découvert ce réseau par défaut? Eh bien, en fait, cela vient des études qui ont été faites en activation, et dans un premier temps, on utilisait la technique de tomographie par émission de positons. Et même avant, ça a été montré par d'autres auteurs qui n'ont pas utilisé ce terme, hein, mais ça a été montré avec des études en SPECT, hein, notamment les auteurs scandinaves, David Ingvar, je sais pas, tu te rappelles des gens tout à fait remarquables, hein, et qui montraient quelque chose qui n'arrivaient pas à expliquer. Alors ils ont fait des tas de développements psychologico-philosophiques sur le fait que l'activité de certaines régions
du cerveau augmente pendant que le sujet est passif. Parce que à cette époque, on avait des paradigmes d'activation où on comparait une tâche où on faisait faire quelque chose, vous voyez, à quelqu'un, soit moteur, soit cognitif, à une session de repos. On ne lui demandait rien de particulier. Et en fait, on s'est aperçu que l'activité globale du cerveau, elle était toujours à peu près constante. Et donc, dans la tâche dite d'activation, certaines régions s'activaient. Et puis, au contraire, dans la tâche dite de repos, on assistait à ce qui était décrit, même appelé des déactivations. Alors, c'est ce que montre le réseau, là, ici, qui est montré en bas. Donc, et ça a été montré avec différents types de méthodologies. Et puis, les régions impliquées, alors c'est très important, c'est pour ça que je vous ai montré les régions du self-reference effect. Eh bien, en fait, ce sont ces régions orbitofrontales dans un sens large, et puis ces régions ici, singulaires postérieures, plutôt la partie médiane. Donc, et puis d'autres régions. Alors, vous voyez, il y a cet historique avec les techniques d'activation, et puis maintenant, on a des méthodologies qui permettent de mesurer ce réseau par défaut, qui est un réseau en tant que tel. Donc, l'auteur qui a proposé ce terme s'appelle Marcus Reichel, c'est un auteur américain très, très connu en imagerie cérébrale. Et donc voilà ce qu'il dit, le réseau par défaut doit être étudié comme un système neurobiologique fondamental ayant des propriétés physiologiques et cognitives distinctes des autres systèmes. Alors il est composé d'aires cérébrales en interaction, connectées fonctionnellement, et c'est ce que va permettre cette technique d'IRM fonctionnelle au repos. C'est de cibler certaines régions et de voir comment ces régions sont interconnectées avec d'autres. Alors, ce qui est un peu compliqué, alors ça c'est le rôle qui a été proposé pour ce réseau, avec des prises de position qui paraissent un peu opposées, qui ne le sont pas en fait. Il y a un certain nombre d'auteurs qui ont insisté sur son rôle attentionnel. Alors là, je peux prendre une image. Quand vous êtes sur l'autoroute, une autoroute pas trop chargée, il ne faut pas que ce soit le retour des sports d'hiver, un week-end de février en remontant sur Paris, parce que là, il ne faut pas, c'est trop dangereux. Mais vous voyez, une autoroute plutôt calme, c'est une position d'attention très diffuse. C'est-à-dire que sur l'autoroute ou ailleurs, je prends l'exemple de l'autoroute, vous voyez, vous êtes dans votre voiture, vous êtes sur un trajet sécurisé, on va dire, et en même temps, s'il se passe quelque chose, vous allez être capable de réagir très vite. Et manifestement, les humains sont capables de faire ça. Donc vous voyez, c'est ce rôle, vous êtes dans une situation comme ça, dite de sentinelle. Vous n'êtes pas endormi, et en même temps, vos pensées vont pouvoir vagabonder. Alors c'est le mind wandering, il y a différents termes qui permettent de qualifier, vous voyez, cette situation particulière où vous vous laissez aller à vos pensées. Et alors il y a des auteurs qui ont fait, tout ce que je vous cite là sont des travaux très, très, très sérieux, qui sont publiés dans des Nature Science, PNAS, etc. Ce ne sont pas des choses anecdotiques. Des auteurs qui ont corrélé chez des groupes de sujets l'activité de ce réseau avec la capacité, parce qu'il y a des différences interindividuelles, à se laisser aller comme ça dans ses pensées. Voilà. Alors, ça sont deux papiers que j'ai mis sur la même diapo pour vous montrer un peu la profusion d'idées et d'hypothèses sur le rôle ou les rôles de ce réseau par défaut avec des auteurs majeurs. Northoff, c'est un grand spécialiste de l'identité. D'ailleurs, il a publié beaucoup de papiers avec Klein. Donc ça, c'est, vous voyez, le petit graphique du haut avec tous les termes qu'il propose pour essayer de représenter l'activité de ce réseau. Puis sur la gauche, c'est un papier qui est très connu de Buckner, Randy Buckner, qui est un chercheur en neuroimagerie extrêmement connu, et qui a sorti un papier là qui était très important
avec des petits schémas très très jolis, là je n'ai pas eu le temps de remettre, mais où il montrait en fait que ce réseau, c'était un papier théorique où il montrait un certain nombre de résultats, et il montrait le lien entre ce réseau par défaut, tel qu'il est mis en évidence, décrit maintenant, et puis un certain nombre d'études, alors surtout en imagerie cérébrale d'activation, où il montrait en fait la similitude avec des tâches de mémoire autobiographique, des tâches de projection dans le futur, des tâches de théorie de l'esprit. Théorie de l'esprit, c'est se mettre à la place de l'autre, et puis même des tâches de prise de décision morale. Et dans le petit schéma de droite, peut-être vous avez plus de mal à lire, donc il y a beaucoup d'expériences qui tournent autour de l'effet de référence à soi, c'est ce que je voulais vous indiquer. Et ce que j'ai indiqué en vert, là, en bas, ce qui est une des questions, qui rejoint peut-être aussi ton moi et ton jeu, et c'est une question qui est débattue, et il n'y a pas de réponse par oui ou par non, c'est plus les avancées récentes qui vont permettre de moduler ça. Alors je ne l'ai peut-être pas très bien écrit, là. J'ai dit à quoi ça correspond. Est-ce que c'est une activité est-ce que ce réseau, et c'est une question qui est fondamentale, est-ce que ça sous-tend une activité mentale spontanée, ponctuelle, c'est-à-dire en clair, ce réseau, est-ce qu'il signe l'activité de ce que je fais quand je suis dans la caméra et qu'on me demande et qu'on me dit de laisser aller mes pensées? Donc vous voyez, est-ce que c'est en rapport avec ça, avec mes capacités à faire ça, et puis avec ce que je fais vraiment? Ça, c'est première hypothèse. Deuxième hypothèse, est-ce que c'est une capacité beaucoup plus générale de mon fonctionnement cérébral, vous voyez, qui s'inscrit dans une durée beaucoup plus longue? Bon, ça, c'est une question très très actuelle pour laquelle on n'a pas la réponse. Vous voyez, là, je pense qu'on arrive au cœur de ta question. Est-ce qu'il y a un lien entre réseau repos et identité? Donc, et là, on retrouve un peu ce noyau dur versus quelque chose de plus fluctuant. Et puis alors, dernière phrase, après je te redonne la parole. Dernière phrase, ce qui est dit dans ce papier de Buckner, et que vous avez peut-être perçu aussi, si vous intéressez à la neuroimagerie de la maladie d'Alzheimer, c'est que ce réseau, en fait, il correspond, donc c'est pas rien, c'est hub. Il y a un papier qui vient juste de sortir là, sur les hubs. Les hubs, vous savez, c'est un vocabulaire qu'on utilise dans les réseaux aériens ou ferrés, mais surtout aériens. Vous voyez, ce sont les endroits où les avions ont tendance à se poser le plus souvent. Donc, ce sont par exemple, il y a Saint-Exupéry, il y a Nice, il y a Marseille, vous voyez, ces endroits comme ça où les avions se retrouvent, on peut dire. Eh bien, ces hubs, ce sont ces régions qui sont aussi atteintes en premier dans la maladie d'Alzheimer, quand on étudie notamment le métabolisme cérébral. Et dans ces papiers, il y a le lien qui est fait. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, je ne dis pas qu'on a des certitudes, mais on a beaucoup de pistes, je pense, qui sont intéressantes. Pour les scientifiques, je pense que c'est très intéressant. Et si c'est intéressant pour les scientifiques, je pense que c'est aussi très intéressant pour toutes les personnes qui travaillent avec les patients. Je pense que c'est une source de réflexion très, très intéressante. Merci beaucoup. Dites-moi. Bon, bien sûr, on reste sur notre faim. On n'est pas content. Mais non, c'est un problème vraiment fondamental pour nous, les aidants, accompagnants. On ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les identités. Et je suis vraiment ravi et je remercie beaucoup, 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 en votre nom, Francis Eustache, qui nous a montré que c'était vraiment un problème qui était abordable, non, qui n'était pas du tout à réserver à la philosophie et à la psychologie compliquée. Il était un domaine qu'on pouvait maintenant aborder de façon plus naturaliste, plus physicaliste. Je ne suis pas réductionniste en disant ça, mais c'est vrai qu'on peut l'aborder un peu neuroscientifiquement. Et je répète,
que c'est fondamental qu'on continue à réfléchir. On ne sait pas la réponse. Si je te pose comme ça une ou deux identités ou trois identités, une, elle est singulière au pluriel, tu vas me répondre quoi? Vite, la dernière. T'as vu, justement, j'ai du mal à faire des réponses courtes, c'est ça? Non, mais alors juste, allez, singulière ou pluriel? Qu'on sorte avec au moins un truc. J'aime bien cette notion-là qui est reprise de Ricoeur, hein, qui est relativement simple, hein, d'un espèce de noyau dur qui resterait quand même... Ça va, les études de Klein sont très démonstratives. Nous, on a fait des études, on est en train de faire des études sur ce sujet qui sont... Et je pense qu'ils correspondent... ça correspond à l'écho, par exemple, de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Moi, j'ai entendu beaucoup de phrases qui allaient dans ce sens-là. Et puis, à côté de ça, on ne peut pas réduire l'identité non plus à ce noyau dur. L'identité se construit au fil du temps. Alors là, est-ce qu'il y en a 2? Est-ce qu'il y en a 25? Est-ce qu'il y en a 256, comme disait Tölving pour les systèmes de mémoire? On est un peu... Aujourd'hui, pour l'identité, moi, je pense que c'est une image qu'on peut garder. On est un petit peu au stade de la réflexion sur la mémoire d'il y a une vingtaine d'années, hein, où on avait une profusion de termes, on ne savait pas quoi en faire. Il y a mémoire implicite, procédurale, sémantique, épisodique, etc. Et puis on faisait un grand amalgame de tout ça sans bien l'organiser. Et là, je pense qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne la mémoire, les systèmes de mémoire, on arrive à un relatif consensus. Enfin, ce n'est pas un consensus mou, mais il y a des termes qui veulent dire quelque chose, qui sont utilisés par les uns les autres. L'identité, c'est beaucoup plus difficile. On voit les avancées là, de ces 10-15 dernières années. Moi, je pense que tout ça a du sens. C'est raisonnablement réductionniste, c'est-à-dire que ça l'est suffisamment pour obtenir des résultats scientifiques. En même temps, ce n'est pas complètement à côté de cette réalité. Si bien que ce sont des informations, je pense, avec lesquelles on peut échanger avec des personnes qui font des métiers très divers, qui sont des soignants, et je pense que c'est quelque chose ce sont des messages qui sont constructifs, qui ne sont pas faux. Et je pense que c'est très important que vous puissiez méditer tout ça, que vous puissiez lire des choses, mais moi, c'est des informations que j'essaie de transmettre, j'essaie d'écrire des livres, des chapitres, etc., qui soient accessibles, parce que je pense que c'est utile. Je pense que tout le mouvement auquel on assiste là, depuis une quinzaine d'années sur la maladie d'Alzheimer, grâce aux différents plans qui se sont succédés, c'est vrai que c'est un vrai bonheur, quelque part, de voir cette évolution. Cette évolution, elle se fait pour des tas de raisons, mais aussi parce qu'elle est accompagnée par une réflexion scientifique. Je pense que c'est dans un cadre comme ça qu'on avancera durablement. Voilà, c'était ma réponse. Bien. Écoute, il y a quelques années, on parlait de la mémoire. Aujourd'hui, on parle des mémoires. Aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, on parle de l'identité. Il n'est pas évident que dans il est quasiment certain que bientôt on parlera des identités, à mon sens, et que je crois que c'est très très important de ne pas être trop simplificateur, ce qui m'aurait évité de cette réponse absurde que j'ai faite et que je vous ai décrite, dont je vous ai parlé en début de réunion, à savoir que l'Alzheimer perdait son identité. Ça ne veut pas dire grand-chose. Je veux remercier vraiment beaucoup Francis, et puis vous remercier d'avoir tenu le coup comme ça. Bravo à vous. Toute la soirée.